Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Classé 18+. Une émission bien remplie, enfin j'imagine. Je sais pas en fait, putain, il est où Thierry, sérieux? On devrait commencer ce Classé 18+ avec un reportage sur Soul Sacrifice, suivi de... On aura ensuite un reportage consacré à DMC Devil May Cry. Suivi de la critique de Resident Evil 6. On aura ensuite la critique de XCOM Enemy Unknown. Comme d'habitude, enfin, je crois, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on termine avec la critique très attendue de Dishonored. Mais tout de suite, les news. Thierry Chose inhabituelle, on ne va pas commencer ces news avec un gros blockbuster 18+, mais avec un run and gun indé en cours de développement. Et attention, ça dépote. Déjà, le titre du jeu est, tenez-vous bien, Dude Bro, my shit is fucked up, so I got to shoot, slice you 2, it's straight up dog time. Ce qui signifie en gros, Dude Bro, je suis fracasse, alors je vais devoir te buter, te saigner 2, maintenant c'est pour de vrais mecs. C'est donc sans surprise que l'on incarnera dans ce jeu une espèce de grosse brute à barbe, genre mercenaire sud-américain. Le gameplay, lui, rappelle celui de Green Beret pour les plus vieux d'entre vous. Développé de façon amateur et bénévole par des membres du forum de discussion NeoGAF, Dude Bro 2 est en production depuis un petit moment. Alors qu'on pensait le projet enterré, le voilà qui réapparaît sur la toile avec un trailer gameplay illustrant un sérieux virage. Désormais, Dude Bro 2 n'est plus un jeu d'action en 3D, mais un run and gun 2D avec des graphismes bien old school développés sur XNA. Si l'équipe a été réduite, les intentions du collectif restent les mêmes, faire un jeu inoubliable. Et avouez que c'est plutôt bien parti. De la physique, de la plateforme, de l'exploration, des armes à gogo, un framerate à 60 images par seconde, un humour décalé, des musiques qui dépotent, Dude Bro 2 a de quoi emballer les vieux nostalgiques, mais aussi les jeunes curieux. Pour info, la musique du trailer est téléchargeable sur le site officiel du jeu. Now your shit is broken. On reste dans l'indé pour franchir un nouveau cap dans l'ultra-violence. Très attendu, déjà prisé par la presse internationale et récompensé à l'occasion de plusieurs festivals, Hotline Miami sortira le 23 octobre prochain sur Steam, GOG, GetGames et Gamersgate et sera critiqué dans le prochain Classé 18+. Mais attention, ce titre téléchargeable s'adresse à un public adulte et averti. Avec son esthétique rétro-gore néon, sa vue de dessus, ses gros pixels et son ambiance années 80 façon Deux flics à Miami, ce jeu d'action-infiltration vous met dans la peau d'une espèce de tueur à gages psychotique, masqué, incapable de maîtriser ses pulsions meurtrières. Le gameplay s'annonce rapide, très rapide, et nécessitera des réflexes de mutants, les ennemis rencontrés étant eux-mêmes particulièrement violents et alertes. Il faut donc s'attendre à mourir souvent via un gameplay très porté sur le die and retry. Développé par deux Suédois, le graphiste Dennis Wedin et le prolifique programmeur Jonathan Cactus Soderstrom, Hotline Miami s'annonce comme un titre intransigeant, choquant et totalement tripant. Il alignera 20 niveaux, 35 armes différentes et 25 masques à collectionner. On en reparle dans 15 jours. Si Rage avait eu un vrai mode multijoueur, il aurait pu ressembler à ça. Disponible depuis peu sur PC, en téléchargement via Steam, Origin, Gamefly, Gamersgate et d'autres sites, Ravaged est un FPS orienté multijoueur situé dans un univers post-apocalyptique.
Imaginez Mad Max avec les véhicules, les hélicos et les armes embarquées, mais sans Mel Gibson et avec 32 joueurs connectés online, et vous aurez une bonne idée du gameplay de Ravaged. Le focus semble placé sur les véhicules, même s'il est possible de se déplacer à pied. Exactement comme dans Mad Max, deux camps seront opposés, la résistance, qui tente de recréer un semblant de société, et les charognards, qui se contentent de piller et de tuer tous ceux qu'ils croisent. À vous de choisir votre camp. Si vous êtes curieux ou intéressé, une démo de Ravaged est téléchargeable sur le net. Voici maintenant une toute nouvelle vidéo de ZombiU qui nous donne un avant-goût de la pression que l'on s'apprête à subir d'ici quelques semaines. Les quelques minutes in-game présentées ici nous amènent du côté de la Tour de Londres dans une mission qui nous demandera de rétablir le courant et d'évacuer si possible en hélicoptère. Quelques éléments originaux du game system sont une nouvelle fois présentés, notamment l'utilisation du gamepad de la Wii U qui permet aux joueurs de sniper, de scanner des zones pour trouver des passages secrets ou encore de travailler une serrure tout en gardant un œil sur l'écran principal, juste au cas où. La violence de ces images confirme également que ZombiU ne donnera pas dans la finesse ni ne laissera le joueur respirer. Des atouts importants pour ce survival s'il souhaite se démarquer de la multitude de productions mettant en scène des zombies. On est évidemment impatient d'avoir l'animal en main et on invite ceux qui s'intéressent à ce titre à jeter un œil au reportage diffusé dans un précédent classé 18+. Disponible au moment où vous verrez cette news et critiqué dans le prochain classé 18+, Doom 3 BFG Edition devrait mériter son nom. Il s'agit bel et bien d'une Big Fucking Edition. Déjà, pour un peu moins de 40 € sur console HD et un peu moins de 30 € sur PC, vous avez 3 jeux, Doom 1, 2 et 3. Pas de surprise de ce côté-là. Doom 1 et 2 devraient correspondre aux versions téléchargeables sur XBLA. Doom 3, en revanche, fait peau neuve avec des graphismes remasterisés, rappelant que la sortie du jeu remonte maintenant à 2004. L'extension Resurrection of Evil sera également incluse, tout comme les 7 nouveaux niveaux fournis sous le nom The Lost Mission. Tous proposeront des graphismes retouchés. En revanche, Doom 3 étant basé sur la version PC du jeu et non la version Xbox sortie en 2005, pas de coop. Doom 1 et 2, par contre, seront jouables jusqu'à 4 en multilocal ou en ligne sur console HD. Enfin, Doom 3 sur PS3 et Xbox 360 pourront être appréciés en 3D relief par les joueurs équipés. Dernier détail, désormais la lampe torche sera montée sur les différentes armes proposées dans Doom 3, la version originale obligeait en effet les joueurs à switcher sans arrêt de l'une à l'autre. Je te promets la douleur et le désespoir. Alors que certains n'ont toujours pas fini Borderlands 2, voici qu'en l'espace d'une semaine sortent 2 DLC. Le premier, Gage, la nécromancienne, était accessible en précommandant le jeu, ou désormais en achetant pour une dizaine d'euros le DLC intitulé Le Club Exclusif. Ce dernier contient, en plus du nouveau personnage, 3 armes signées Gearbox d'un faible niveau, mais tout de même bien utiles pour débuter une nouvelle partie, une relique qui, une fois équipée, augmente les chances qu'un ennemi lâche une arme intéressante à sa mort, ainsi qu'une clé d'or pour ouvrir un coffre bien particulier et débloquer des armes surboostées adaptées au niveau actuel du joueur. Bref, un DLC pas vraiment indispensable, mis à part peut-être la clé d'or, jusqu'à l'arrivée de ce nouveau personnage qu'est Gage. Dans Borderlands, qui dit personnage, dit classe. Et qui dit classe, dit forcément arbre de compétences. Tout comme Axton, Salvatore, Maya et Zero, Gage est une subtile fusion de différentes compétences provenant de Roland, Brick, Lilith et Mordecai. Alors que Mordecai a appelé son familier sanguine en renfort, la nécromancienne, elle, invoque Piège Mort, un robot qui rappelle les tourelles de soutien de Roland et d'Axton par son côté méca. De plus, la prédisposition de Gage à infliger des dégâts élémentaires et à jouer avec la rapproche de Lilith, qui, rappelons-le, était spécialisée dans les armes corrosives et incendiaires. Les 3 branches de son arbre de compétences sont bien pensées car très différentes les unes des autres. À la manière de Zero, qui peut exceller au sniper comme Ken the Longshot de Trigun, ou au contraire choisir la voie du sabre et devenir un véritable Musashi cybernétique, Gage peut, au choix, augmenter ses caractéristiques de défense et rendre Piège Mort aussi résistant qu'un tank et utile qu'un healer, ou l'améliorer de manière à ce qu'il inflige un maximum de dégâts aux ennemis, pouvant même obtenir un bonus de dégâts élémentaires en lui tirant dessus avec une arme adaptée. Ces 2 premières branches, bien qu'efficaces, sont relativement simples d'utilisation et nécessitent peu de stratégie, ce qui n'est plus vraiment le cas lorsqu'on s'intéresse à la 3e, qui mérite réellement toute notre attention.
En effet, en plus des quelques améliorations de piège mort, vitesse et attaque au corps à corps, il se base sur Anarchie, la première compétence débloquable de l'arborescence chaos organisé. Le principe est simple, mais son utilisation délicate. À chaque ennemi tué ou chargeur vidé, un cumul d'anarchie est gagné. Ce bonus augmente la puissance de feu, mais diminue d'autant la précision. Quel mort 1, gros méchant 0. Il sera possible à terme de cumuler 400 bonus et de modifier ces deux paramètres de 700%. Recharger prématurément son chargeur fait perdre la totalité de ses bonus, mais une fois la compétence adéquate débloquée, permet en contrepartie d'augmenter sa précision et de récupérer de la vie. Vie qui peut être transformée en bouclier à chaque ennemi tué à hauteur de 1% de vie pour 20% de bouclier. Au final, une capacité de corps à corps, rappelant brique, est activable et en plus d'infliger énormément de dégâts, elle permet une récupération de points de vie. Les dégâts et points de vie ainsi distribués étant directement liés au nombre de bonus jusqu'ici accumulés. On vous avait dit que l'utilisation de cette branche était complexe. D'un point de vue simplement esthétique, on regrettera que le pack de départ de costumes de Gage soit si peu recherché et n'offre pas vraiment de nouveaux looks, ce qui n'était pas le cas pour les 4 autres personnages. Espérons que les apparences débloquables au fil du jeu rectifient cela. Le second DLC, disponible depuis peu, moyennant à nouveau une dizaine d'euros et intitulé Le Capitaine Scarlet et son butin de pirate, base évidemment son action dans un univers pirate. En plus d'offrir de nouveaux lieux, un nouveau bestiaire et de nouveaux ennemis, on rencontrera des PNJ inédits, dont la principale intéressée, le Capitaine Scarlet. C'est un plaisir. Elle a tout du pirate, chapeau, bandeau, crochet et surtout une propension pour la trahison. Pour elle, vous partirez donc à la recherche de trésors, tout en gardant à l'esprit que si elle ne vous a pas encore poignardé dans le dos, c'est bien parce que vous lui êtes encore utile. D'autres donneurs de quêtes sont bien sûr de la partie, comme ce fou de Shade, qui semble être le seul survivant de la ville d'Oasis. Heureusement qu'aucun habitant d'Oasis n'est mort de soif. Sinon, la vue de cette gigantesque source m'aurait rempli de rage. La principale nouveauté de ce DLC se situe au niveau d'un aspect du gameplay, celui des véhicules. En effet, un petit nouveau fait son apparition. Il s'agit du Skiff, hommage direct aux barques volantes de Jabba the Hutt. A l'inverse des 4x4 bandits, apparus dans Borderlands 2, ce véhicule ne peut pas accueillir 4 chasseurs de l'arche. Seul un joueur pilotera pendant que l'autre sera à la tourelle. Si jamais vous êtes plus nombreux, les joueurs en trop pourront essayer de monter sur la barque et d'utiliser leurs propres équipements, ce qui ne sera pas chose aisée tant le maniement du véhicule est sensible. Il est complètement incompréhensible que ce type de vaisseau, pourtant d'une taille suffisante, ne soit pas prévu pour transporter 4 personnes à la fois, tout comme l'est le fait de ne pouvoir utiliser ce nouveau joujou en dehors des zones du DLC. En effet, il sera impossible de flotter à bord du Skiff dans les paysages glacés, verdoyants ou arides des zones initiales. À croire que ce qui est à Oasis reste à Oasis, impardonnable. Lors de la sélection du Skiff, on aura tout de même le choix entre non plus 2 types d'armes, mais 3. À la roquette et aux lames de scie circulaires viendront s'ajouter le harpon explosif, occasionnant beaucoup de dégâts, mais explosant avec un petit délai. Pourquoi on a seulement accès à ces 3 armements et pas à la mitrailleuse lourde ni au bidon explosif? Peut-être que tout simplement, plus on en a, plus on en veut. Le véritable point fort du Skiff est son pilotage. Étant un véhicule volant, il pourra se déplacer latéralement, ce qui le rapproche d'un vaisseau de la série Halo, le Ghost. C'est un véritable plaisir de piloter cet engin et les nouvelles sensations qu'il procure sont vraiment rafraîchissantes. D'un point de vue graphique, on se demande parfois ce qui se passe avec les textures. On ne parle pas du temps qu'elles mettent à s'afficher, ça, on s'en est fait une raison, mais plutôt de certains choix. Ce sable est vraiment étrangement gris, à croire qu'un développeur a oublié d'y appliquer la bonne texture. Enfin, toujours au registre des regrets liés à ce DLC, l'idée d'ajouter des plantes pour rendre ce désert moins plat est vraiment bienvenue, mais, un peu à la manière des textures, elles semblent pousser devant nous à mesure qu'on se rapproche d'elles. Dommage. Peut-être qu'une mise à jour arrangera ces petits problèmes graphiques, qui bien que dérangeants ne sont pas une raison suffisante pour passer à côté de ce DLC. L'histoire, les personnages, le Skiff et tout simplement l'aventure vécue valent le coup, même si le Skiff, qui est une très bonne surprise, est aussi la plus grande déception. Bien que ces 2 DLC soient vraiment nécessaires pour quiconque souhaite vivre l'expérience Borderlands à 100%, on ne peut pas vraiment vous conseiller de vous les procurer tous les 2. Il faudra vous demander si vous préférez continuer votre partie level 33 et explorer de nouvelles zones, rencontrer de nouveaux personnages et ennemis, ainsi qu'utiliser un nouveau véhicule, tout en sachant que tout cela sera bêtement limité aux zones du DLC, ou si Gage, et son arbre de compétences accessible à tous, est un challenge justifiant une nouvelle partie. En ce qui nous concerne, la limitation de l'usage du Skiff est rédhibitoire et rend Gage plus intéressant. Après les zombies, les robots, les villes volantes, les ninja robots, les pirates, que nous réserve Gearbox avec ses 3 prochains DLC annoncés? Des stations spatiales, des dragons spatiaux, on a hâte de le savoir. J'ai vomi du sang sur ton karma. Vous avez vu ce gros trou de balle? En plus, il schlingue comme un cadavre dans une flaque de vomi. Après ce gros focus sur les premiers DLC de l'excellent Borderlands 2, retour aux indés avec ce très court mais très intriguant trailer consacré au survival horror Outlast.
Développé à Montréal par des vétérans ayant travaillé chez Ubisoft et d'autres studios prestigieux, Outlast se situe dans un asile paumé dans les montagnes du Colorado. Réhabilité en centre de recherche par la corporation Murkoff, vous en franchissez les portes de manière clandestine pour faire votre boulot de journaliste. Erreur. Journaliste d'investigation est un métier dangereux lorsque science, religion et occulte se mélangent pour produire les monstres les plus intelligents jamais vus dans un survival horror. Telle est du moins la promesse d'Outlast. En attendant de mettre la main sur le prochain Assassin's Creed, Ubisoft s'étale sur la dimension multijoueur à travers ce dernier trailer en date. L'occasion pour l'éditeur de confirmer la présence de plusieurs modes de jeu, dont certains déjà présents dans les précédents épisodes, comme le Deathmatch classique. En termes de nouveautés, on relève le mode Wolfpack, qui se joue en coop et qui demandera aux joueurs d'éliminer un certain nombre d'ennemis avant le temps imparti. Le mode domination, quant à lui, opposera des équipes dans une lutte pour la possession de territoires, à la manière du mode conquête de Battlefield par exemple. Ubisoft profite de cette présentation de mode pour évoquer les différentes compétences et mouvements spéciaux que pourront exécuter vos personnages. On découvre ainsi la Money Bomb qui vous aidera à différencier les personnages joueurs des PNJ, un item qui fonctionne sur le même principe que les feux d'artifice. Pour la nouveauté, on appréciera Glimmer, une compétence qui permet à votre personnage d'être plus ou moins invisible en fonction de sa vitesse de déplacement. On imagine que les autres compétences ainsi que les autres modes de jeu déjà bien connus des services feront leur retour. Si le multi de cet assassin est aussi bien goupillé que les précédents, il justifiera alors quasiment à lui seul l'acquisition de ce dernier volet. Make your selections wisely, soldiers. Keep your eyes open. Take what you have learned here today and prepare to ignite a revolution. Bon alors c'était les news, donc c'est bien. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on... Désolé de te déranger en plein tournage, Médoc, mais il y a Scully qui est arrivé pour toi. Ok, merci jeune stagiaire. Qu'est-ce que c'est ? Wow. Nice. Soul Sacrifice est un titre au concept pour le moins surprenant. Esclave d'un puissant sorcier, vous obtenez un livre démoniaque qui vous plonge dans un monde alternatif où vous pourrez revivre les affrontements de votre maître. Et là, il sera nécessaire de faire des choix pour le moins inhabituels, puisque pour lancer des sorts, il faudra parfois sacrifier une partie de votre vie, voire celle de vos alliés, Soul Sacrifice étant jouable jusqu'à 4 via le PlayStation Network. ただ単に魔法を使って、敵を倒していくとか単に剣で倒すとかっていうことではなくってですね、自分の命すら犠牲にしながら何と引き換えに敵を倒していくんですかっていうようなマルチプレイで楽しめる、ファンタジーのアクションゲームになってます。 Évidemment, on peut s'interroger sur le potentiel fun de ces sacrifices. Si l'idée est certes intéressante, est-ce que les joueurs trouveront marrant de se sacrifier pour pouvoir user de leur meilleur pouvoir? そうですね、雑魚敵もそうなんですけど、倒すと、チョイスがあってですね、救済助けるのか生贄にして自分の魔法の力として取り込むのかっていうのがあってですね、倒していくたびにそれがチョイスがされるっていうことでですね、でどっち選んでもいいんですけど、どっちもメリットデメリットがあるっていうことでですね、でそれが、ボスキャラクターにもあるし、あと一緒に戦ってる仲間にもそれがあってですね、仲間が死にそうになった時に助けるのか、もうこいつは役に立たないから生贄にして大きな魔法で敵をやっつけようとするのかっていうチョイスをすると。いうことがあります。それが、すごく心の動きがすごく出てくる。アクションの中で
ただ単にテクニックで戦っていく中に心の動きが出てくる。 Exclusif à la PS Vita, Soul Sacrifice est développé par les studios Sony Japon. Une toute nouvelle expérience donc pour Inafune Keiji, qui fut longtemps l'une des figures de proue de Capcom avant de claquer les portes de l'éditeur japonais. そうですね、デベロッパー自体は、マーベラス AQL でやってるんで、これは、ずっとやってきた仲間ではなくてですね、このゲームのために一緒に組んだ仲間になります。でコンセプトの、社員がですね、ディレクターとプロデューサーとアートディレクターとあと技術の方の、サポートやってますんで、これはずっとやってきた仲間なんで、この仲間たちに自分のコンセプトの良さとかこのゲームの面白さを伝えてですね、彼らなりにアレンジをして彼らの力で、マーベラス AQL の人たちとですね、ああでもないこうでもないって言いながら作っていって、そのコンセプトがずれないように僕が見張ってると。 Repoussé à plusieurs reprises, Soul Sacrifice devrait finalement sortir au printemps 2013. Un retard justifié, d'après Inafune-san. でもやっぱりたくさんの魔法があったりとかたくさんのミッションがあるんで、チューニングがですねすごく大変でですね、やっぱバランスが崩れちゃうとやっぱゲームとしての面白さって全体損なっちゃうので、そういう意味で言うと、チューニングバランス取りっていうのに時間がかかって。本来はですね、今冬ですね、冬に発売って言ったのが来年の春に発売に、ちょっと延期させてもらいました。 Avec une customisation du personnage poussée, un game system basé sur la notion de choix, ayant des conséquences sur votre apparence et le déroulement du jeu, sans oublier un mode multijoueur annoncé comme étant très stratégique, Soul Sacrifice possède des arguments à même de convaincre. Espérons que d'ici sa sortie en 2013, la PS Vita aura su elle aussi convaincre davantage de joueurs. Sacrifice. Il prétend qu'il rendra sa critique de Fable The Journey dans 2 jours, mais il la rendra dans 6 jours. Putain, j'en étais sûr. Le renouveau du Beat'em All est arrivé en 2001 sur PlayStation 2 et en 3D avec un Devil May Cry super stylé, poseur et totalement jouissif. Depuis, DMC a accueilli 3 suites, la dernière remontant à 2008 et une compilation HD réunissant les 3 premiers volets. Après bientôt 5 longues années d'attente, les fans et les amateurs de Beat'em All en général vont enfin pouvoir jouer, non pas à Devil May Cry 5, mais à DMC Devil May Cry. On le sait, la mode est au reboot. Au cinéma comme dans le jeu vidéo, on casse la logique commerciale des suites en série pour donner un coup de jeune à une licence donnée en la reprenant de zéro. Parfois pour la remettre sur les rails, si celle-ci est en perdition, ou tout simplement pour la dépoussiérer. DMC Devil May Cry, présent sur le stand Capcom lors du dernier Tokyo Game Show, nous a été présenté par son producteur américain qui nous expose son concept de base. It's a rebirth, so this is a separate story. It doesn't take place in the existing universe. Obviously, we use many elements of the world, but this is going back and telling Dante's origin story from the beginning. So it's kind of the story of how he finds his purpose in life, killing demons. DMC Devil May Cry, contrairement au volet précédent, a été développé en Angleterre et supervisé à la fois par Capcom USA et Capcom Japon. Une production internationale donc, avec un objectif clair, séduire les joueurs occidentaux. I think Capcom Japan approached Capcom USA about doing a version of DMC Devil May Cry that was Western oriented. So I think the thinking was, let's go to a new developer. And Ninja Theory, we sort of organically came up with the idea of a reboot because it would give us the largest amount of space to make our own game and not be bound in by the existing world so much. But obviously we could use as much of that as we wanted to. So it seemed like the proper way to balance having a lot of recognizably elements of DMC, but also being able to do our own thing without feeling constrained. Ninja Theory est un studio anglais situé à Cambridge ayant déjà travaillé avec 2 éditeurs japonais, Sony sur Heavenly Sword et Namco Bandai sur Enslaved Odyssey to the West.
Ces deux titres proposant une dimension combat développée, on comprend mieux le choix de Capcom. But we approached Ninja Theory largely because some people in our office had a pre-existing relationship with them and had known that they can do good work, but the proof was looking at the games they'd done. So if you look at Heavenly Sword and Enslaved, they did some things very well that were very important for a DMC game, and they showed aptitude in the areas where we thought with our help they could get to where we needed a DMC game to be. So they do amazing narrative, they do great cutscene work, they have some very impressive technology for facial animation so that they can get some very cinematic performances out of characters. All of that's important for DMC. And then in the area of combat, they showed enough skill that we thought by bringing in just a few creatives from Capcom Japan to help them, that they could get up to the level required for a Devil May Cry game. Le scénario, parlons-en. Ninja Theory a en effet déjà montré sa capacité à mettre en scène une histoire ambitieuse avec Enslaved, un projet pour lequel il s'était offert la participation de l'acteur Andy Serkis, Monsieur Gollum lui-même, et du scénariste hollywoodien Alex Garland. Well, the story is you find a young Dante who's kind of living off the grid, and he's discovered by his brother Virgil. And Dante's been living sort of hand to mouth. He's aware of demons and has had to fight many of them in his past, but he's not really aware of this whole structure and mechanism of control that the demons have, and Virgil does, and he has an organization that wants to fight that. So he knows that in Dante he has sort of the secret weapon to allow him to turn the battle in his favor, so he recruits them. As far as the gameplay goes, at least as it relates to combat, it's very recognizably DMC, so you'll have, you know, mini combos, you'll have some attacks. We've made some cool changes this time, sort of streamlined the fighting style system into the angel or demon conceit, which is part of his background. We also allow you to do things like switch weapons seamlessly so that you can flip through your weapons, which allows you to make like all kinds of combos just by sort of riffing on the available combos and weapons that we give you. Afin d'obtenir le système de combat désiré, le staff occidental aurait passé une semaine par mois au Japon pendant tout le cycle de production pour l'ajuster et profiter des connaissances acquises par Capcom. Mais le plus important fut d'abord de conserver l'essence de la série et en particulier la dimension aérienne flashy des bagarres. You know, if you talk to the Capcom Japan staff, people who basically helped co-develop the battle system, they'll tell you that primarily what you need is stylish action. So Dante has to do cool things, he has to look cool doing them, they need to be, you know, over the top and showy and reflect that part of his character and his personality, that sort of stylish joie de vivre, if you will. As far as things that are new, you did point out that there has been aerial stuff in the past, but this time we've kind of doubled down on it. So with the angel and demon ability to both pull yourself to things and lift things to you, say Dante can jump in the air and grab a sword, he can then use the sword to pull up a ground-based enemy in the air, use that to then leap higher into the air off of that enemy, and then turn around and grab another enemy, and soon you can have 2 or 3 enemies up in the air and you can zip around them. And really, you're limited only by your own skill and ability to manipulate the mechanics to determine how long you can stay in the air. Voilà qui est rassurant, mais on ne pouvait pas terminer cette petite interview sans aborder le tollé médiatique provoqué par la diffusion des premières images du jeu. Les fans ont hurlé au scandale en critiquant tout particulièrement le nouveau look emo de Dante. You know what, we didn't totally change it. It's totally clear that, yeah, he has black hair instead of white hair for now. But, you know, he's got the duster and he's got a, you know, an athletic silhouette, and he's still got 2 guns and a huge sword. So they're very, we believe that we maintained his essence while making some changes that were appropriate to the story we want to tell, which is about his origin, and then the world that he's in, which is a darker, maybe more literally real world, slightly less fantastical than say previous DMCs have been. So, you know, it was about finding that balance. As far as the reaction, yeah, I mean, I think that we knew that we were asking people to take a lot of change up front. So, you know, like as I've been saying, I think that we expected some degree of pushback. Maybe we were surprised by the duration and intensity of some of it, but I think we were also felt pretty confident that once people got to play the game, that they would see that it felt and played like a DMC game, and that is what I think people were most concerned, that it wouldn't live up to that standard, which is it won't feel like one when I play it.
Ces critiques depuis se sont en effet calmées. Jouable lors du dernier E3 mais également sur ce TGS, DMC Devil May Cry s'annonce de plus en plus comme un beat'em all complet et réellement intéressant. Et quelque part, ces critiques sont également rassurantes pour Capcom parce qu'elles prouvent que les fans sont toujours là au taquet et impatients de pouvoir jouer à un nouveau DMC. Good. I finally have your attention. Attends. Non, vas-y. N'importe quoi. Hein. Tac. Hop. Vas-y, laisse tomber. Ah, ben voilà. Classique. Wicked. Alors comme ça on dit que cette critique va faire polémique sur le forum avant même qu'elle ne soit écrite. Bon, déjà on s'excuse une nouvelle fois pour son retard. Mais vu l'épaisseur du morceau, il nous fallait bien un petit peu de temps pour finir ce 6e volet de Resident Evil. Resident Evil, vous savez, cette série qui fait frissonner des millions de joueurs depuis 96, ou plutôt, qui les a fait frissonner jusqu'en 2005. On ne va pas vous la refaire, mais comme vous le savez, la communauté est divisée entre ceux qui ont aimé RE4 et les autres qui l'ont boudé parce qu'ils se sont sentis trahis par le virage que commençait à prendre la série. Si vous faites partie des derniers et de surcroît que vous êtes un fan hardcore, alors peut-être avez-vous, et c'est votre droit, manifesté votre mécontentement sur internet. En effet, vous êtes nombreux à vous être exprimés et il est rare qu'un jeu attise autant de colère de la part des joueurs et obtienne des scores aussi bas dans les sondages. Qu'est-ce qui pouvait donc bien alimenter autant de haine? Ce Resident Evil est-il aussi mauvais qu'on le prétend? Autant de questions que s'est posé l'auteur de cette critique en lançant d'une main fébrile le jeu pour la première fois. Resident Evil 6. Wesker est mort il y a 3 ans, Umbrella est tombé avec lui, mais cela ne veut pas dire que le monde est à l'abri de toute menace biologique. Poursuivant son but, qui est de lutter contre le bioterrorisme, le BSAA est envoyé en Europe de l'Est, où des guerrieros se sont dotés d'une nouvelle arme, un virus capable de rendre ses hôtes plus puissants et plus résistants. Ces soldats insurgés, qui se surnomment les Huavo, représentent un danger que Chris Redfield et son équipe sont chargés d'éliminer, à grand renfort de fusils à pompe et de FAMAS bien sûr. L'opération est malheureusement un échec, car la quasi-totalité du commando est tuée suite à un piège tendu par Ada Wong. Looking for me, boys? Welcome to China. 6 mois plus tard, les États-Unis et la Chine font face à une nouvelle attaque biologique, rappelant les tristes événements de Raccoon City. L'agent pathologique utilisé par les terroristes n'est autre que le virus C, le même virus que celui utilisé par les Huavo. Aux premières loges de l'attaque, Léon Kennedy, aux côtés d'Helena Harper, une autre agente du DSO, est forcé d'abattre le président des États-Unis, infecté par le fameux virus. Un événement qui les pousseront à partir en Chine dans le but de trouver les véritables responsables de cet attentat et par là même de prouver leur innocence. Entre-temps, le BSAA a perdu la trace de l'une de ses membres, la fille de William Birkin, qui a été envoyée en Edonie pour mettre la main sur Jake Muller. Ce dernier est le fils présumé de Wesker et porterait naturellement des anticorps pouvant servir à créer un vaccin contre le virus C. De son côté, Chris reprend du service en Chine et est placé à la tête d'une nouvelle équipe de choc chargée de contenir la récente infection. L'originalité de ce Resident Evil 6, c'est de nous faire découvrir les tenants et aboutissants de cette crise à travers différents points de vue. Mais contrairement à ce que proposait Revelations, le joueur peut choisir l'ordre dans lequel il souhaite vivre les événements. Il est donc libre de commencer au choix par le scénario de Léon, de Chris ou de Jake, chaque héros étant accompagné d'un binôme qui le suit de A à Z. Car oui, une fois encore, le jeu se joue en intégralité en coopération. Seul avec l'IA ou accompagné en ligne ou en écran splitté. Et si l'histoire à base de flashbacks et d'ellipses vous paraît un peu floue au premier abord, c'est normal, c'est fait exprès.
It's gonna be a tough road. Tous les scénarios s'entrecroisent lors de moments clés, et il faut évidemment terminer chacun d'entre eux pour comprendre l'histoire dans son intégralité, et ainsi en percer tous ces mystères. Des mystères comme le comportement louche d'Ada Wong par exemple, qui tantôt tue toute votre équipe et tantôt vous sauve inexplicablement la vie. Specifically, Derek C. Simmons. Au total, on a donc 3 campagnes de 5 heures chacune, plus une bonus à débloquer. Cela fait 4 campagnes pour 4 aventures et 4 approches de jeu différentes. $50 million. What? Cash. Non-negotiable. That'll get you 1 pint. Not my lucky day. C'est presque une révolution dans la série. Depuis Revelations, les héros ont enfin compris qu'ils sont capables de bouger tout en visant. Capcom s'est finalement décidé à franchir le pas en incluant enfin cette fonction à la fois si basique et si évidente de nos jours. Cela mis à part, en termes de jouabilité, on peut dire qu'il y a eu de l'évolution par rapport à RE5. Plus dynamique, les combats ont gagné en intensité, avec quelques ajouts bien sympathiques. Par exemple, lorsque certains ennemis s'apprêtent à vous attaquer, appuyez sur la gâchette au moment adéquat déclenche un contre qui envoie bouler vos agresseurs morts-vivants. On remarque aussi l'apparition d'une barre d'endurance qui se vide à chaque fois que les personnages en viennent aux mains. Abuser des coups de pied et autres percutes épuise maintenant votre personnage jusqu'à rendre le moins de ses soufflets quasiment inefficaces. Notez aussi qu'il lui est alors impossible de sprinter jusqu'à récupération, ce qui rend toute fuite bien plus difficile en cas d'embuscade. D'une façon globale, on sent que les développeurs ont fait tout pour rendre le gameplay moins rigide, en s'inspirant de la concurrence et en reprenant carrément des mécaniques issues de Dead Space ou de Gears of War. De même, le système d'amélioration d'armes a disparu au profit d'un système d'habileté franchement moins intéressant. En gros, plutôt que d'upgrader vos armes comme à l'ancienne, vous obtenez des points en décimant vos ennemis ou en fouillant les niveaux. Il vous est ensuite proposé de dépenser ces points à la fin de chaque chapitre en achetant diverses compétences qui peuvent aussi bien augmenter les dégâts de vos armes à feu qu'augmenter votre pourcentage de coups critiques, etc. Il vous faudra cependant choisir vos compétences avec rigueur car vous serez limité à 3 habiletés à la fois. Pourquoi une telle limite alors que vous payez les habiletés au prix fort? Eh bien, parce que... Malgré ces petites nouveautés, Resident Evil 6 accuse de lourds défauts, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Restons pour le moment positifs en évoquant la coopération qui pour le coup est efficace lorsque vous jouez avec un humain en tout cas. Si vous en avez l'occasion, on vous conseille vivement de faire le jeu avec un ami. D'une part parce que c'est plus convivial et que le jeu le permet, et d'autre part parce que cela vous évitera de subir l'IA qui vous donnera juste envie de fracasser votre manette lors de certains passages. Ok, pas non plus à tous les passages. Votre binôme assume en général bien son rôle, mais lorsqu'il vous faudra ouvrir une porte à deux et que ce dernier s'amusera plutôt à admirer la texture des murs, vous comprendrez de quoi nous voulons parler. Toujours dans la rubrique des features sympas, outre le mode mercenaire qui est toujours présent, Resident Evil nous propose l'anecdotique mais néanmoins amusante chasse à l'homme, qui est une sorte d'anti-mode coopération. En activant ce mode, vous permettrez à n'importe qui de rejoindre votre partie, mais cette fois-ci en tant que zombie. Vous ne saurez pas quel ennemi cette personne incarnera, mais son but sera systématiquement de vous nuire, ou réussite suprême, de vous dévorer. On vous parlait dans la partie précédente d'approches de jeux différentes, et effectivement, RE6 tente de donner aux joueurs des expériences qui varient selon les scénarios. Si Chris incarne en quelque sorte le Resident Evil moderne, avec de l'action non-stop et des monstres immenses à affronter, le début de la campagne de Léon reste plus classique, avec des laboratoires louches, des cimetières angoissants et même quelques screamers. Quant à Sherry et à Wesker Fils, leur aventure évoque plutôt Resident Evil 3, avec un Nemesis bis qu'ils tenteront d'éviter tout au long de leur périple. L'idée du jeu aux multiples facettes vous plaît? Dommage qu'elle n'ait pas été exploitée à fond alors. Explication. Poésie, poésie, romance et légèreté, c'est à peu près tout ce qui pourrait ne pas décrire Resident Evil 6. Plus d'explosions à la minute que dans le dernier The Expendables, ce 6e volet se veut aussi spectaculaire et bourrin qu'un Call of ou qu'un Gears of War. Le problème, c'est qu'à force de trop vouloir en faire, Capcom a donné à son dernier né des allures de blockbuster un peu kitsch et excessif. Excessif dans ses phases d'action, longuettes, beaucoup trop nombreuses et même lourdes au final. Excessif aussi dans ses QTE, la plupart du temps inutiles ou peu instinctifs,
Mention spéciale aux épouvantables séances d'escalade que l'on retrouve malheureusement à plusieurs reprises. Et enfin, excessif dans ses clichés, avec un Chris Redfield toujours aussi prévisible et stéréotypé. Véritable fourre-tout vidéoludique, Resident Evil 6 oublie parfois qu'il est un TPS, en tentant régulièrement d'introduire des séquences de jeu inopportunes, voire, allez, soyons honnêtes, ratées. Prenons comme exemple cette désastreuse phase en moto ou cet improbable assaut sur un porte-avions. Deux scènes peu mémorables et qui auraient plus eu leur place dans un Modern Warfare que dans un Resident Evil. Même constat pour les boss fights. Il faut savoir que plusieurs d'entre eux apparaissent dans certaines intersections. Et là où il aurait été intéressant d'avoir selon les points de vue des tactiques différentes pour en venir à bout, ce qui est parfois le cas, la plupart du temps, les boss seront purement et simplement les mêmes, quelle que soit la campagne dans laquelle vous les croisez. Et en parlant des campagnes, si dans un premier temps elles proposent bien des expériences différentes, le tout est vite bazardé pour de l'action bête et disciplinée, avec des hordes d'ennemis à affronter pour progresser, aussi bien dans le scénario de Chris que dans celui de Jake. Finalement, RE6 oscille entre le correct et le moins bon, et cela est valable aussi bien en termes de jouabilité, avec des combats dynamiques, mais un système de couverture qui n'est décidément, mais alors décidément pas au point, qu'en termes de graphisme, et il est étrange de voir à quel point la direction artistique peut briller à certains endroits et largement pêcher à d'autres. Un jeu irrégulier donc, meilleur et bien plus long que son prédécesseur, mais largement en deçà de ce que propose la concurrence, qui se fait de plus en plus féroce. Mais pour autant, RE6 mérite-t-il l'acharnement dont il fait l'objet depuis sa sortie? On vient d'évoquer son irrégularité, et bien si l'on ne retient que la campagne de Léon et la campagne bonus, on se rend compte que le jeu s'en tire assez bien au final. Ce qui est un juste retour des choses, dans la mesure où ces deux campagnes se réapproprient les points forts de la licence. Des environnements lugubres pour l'un, et des énigmes en pagaille pour l'autre. Alors au final, si ce dernier volet est une déception, pas une grande déception, une petite déception, ce n'est pas parce qu'il est trop porté sur l'action, c'est parce qu'il s'est égaré en tombant dans le piège de la surenchère. Car Resident Evil 4 l'a prouvé, lorsque la dose est adéquate, l'action peut magnifiquement bien s'intégrer dans cette série, qui a tout de même soufflé sa 16e bougie cette année. One surprise after another. Ah tiens, c'est marrant ça Nico. Depuis quand t'écris tes textes? J'ai toujours... Ouais, je m'en fous en fait. Eh, pourquoi t'as un t-shirt Compiler? C'est parce que t'as pas de t-shirt à tes émissions? Non mais justement, j'allais en parler avec Seb là. Non mais vas-y, Nico, sérieux, Geeks Life, Mono Life à moi, ça fait Zion qu'on attend. T'assures pas, il fait quoi cette coupe de cheveux? Tu t'es bagarré ou quoi? Mais non mais il pleut en fait. Putain le mec, tu sais que Schizo ça s'écrit pas comme du tout comme tu l'écris. Voilà. Pourquoi tu te mets des claques? Nico, pourquoi tu te mets des claques? En 1994, Mythos Game et Microprose sortaient sur PC le premier jeu de la série XCOM, appelé alors UFO Enemy Unknown. Le jeu proposait de gérer le centre de défense terrien anti-extraterrestre XCOM. Il y avait des phases de gestion de sa base et de la couverture de la planète, ainsi que des phases d'intervention sur les sites de débarquement aliens, qui se déroulaient au tour par tour. Connu pour sa qualité mais aussi sa difficulté, le jeu avait fait sensation et est devenu un des titres cultes du PC des années 90. De nombreuses suites lui avaient succédé, au début avec brio, mais par la suite pas forcément enthousiasmantes. Aujourd'hui, c'est Firaxis qui tente de créer un remake moderne du premier XCOM. Plus connu pour la saga des Civilization, Firaxis n'était peut-être pas le plus attendu pour s'attaquer à ce monument. Mais voyons le résultat. Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Dans le premier XCOM, comme dans ce remake, le joueur obtient la tâche de gérer la force mondiale de réaction face aux invasions extraterrestres. C'est que les petits hommes gris se montrent de plus en plus fréquemment, touchant des pays au hasard et occasionnant de plus en plus de dégâts. Qui plus est, ils sont équipés d'armes redoutables.
Les pays du monde entier se sont réunis pour organiser une réponse globale. Le joueur va devoir implanter une base et gérer tout simplement la défense de la Terre. Pour l'épauler, 3 assistants. Bradford est l'officier de liaison, le Dr Valen dirige la section scientifique. Bonjour, commandant. Et le Dr Shen est en charge des ingénieurs. Depuis sa base souterraine, le joueur va entraîner des troupes, analyser les artefacts aliens, produire de l'armement, étendre sa base, surveiller le globe avec des satellites et bien sûr envoyer en mission intercepteurs et escadrons d'intervention pour prévenir la menace extraterrestre. La particularité de XCOM est que, comme dans l'original, le joueur est engagé dans une course contre la montre. Les premiers aliens débarquant sur Terre seront les plus faibles Rien de grave, soldat. et les premières soucoupes seront faciles à abattre. Mais de nouveaux adversaires se montreront bien vite et il faudra que le joueur ait fait évoluer sa puissance de feu pour être capable de les recevoir. Rien à terre. Comme dans l'original, le système de jeu est séparé en 2 parties. La première partie prend place dans la base souterraine de XCOM. C'est ici que le joueur peut lancer des recherches, produire de l'équipement et surveiller la planète. La vue en coupe de la base est plutôt originale. On voit le personnel travailler, s'entraîner ou se détendre et cela donne une impression de vie à l'endroit. Le joueur pourra creuser sous la terre, moyennant crédit pour disposer de nouvelles salles, comme la fonderie pour les recherches en ingénierie ou encore la salle blindée pour y placer des prisonniers extraterrestres. Dans la salle de surveillance seront disponibles les niveaux de panique de chacun des pays placés sous la tutelle du joueur. Ce niveau est important car les pays qui ne font plus confiance à XCOM se retireront de l'organisation en emportant leur financement avec eux. Il faudra donc veiller à intervenir partout, bien que des crises se produisent souvent dans plusieurs endroits à la fois. Le joueur peut faire écouler le temps dans la salle de contrôle, où il a une vision du globe terrestre. Et avec le temps qui passe, arrivent divers événements. On trouve bien sûr les attaques à gérer et les ovnis en approche à intercepter, mais il y aura aussi l'aboutissement des recherches et constructions, et tous les mois le compte-rendu des Nations Unies qui jugent votre travail. Les pays pourront aussi faire appel à vous directement pour des missions spéciales, afin de protéger la population ou évacuer les VIP. Quand une mission est acceptée, on passe à la deuxième partie du jeu, l'action sur le terrain. Le joueur sélectionne des soldats parmi ses recrues pour former un escadron équipé comme il se doit. Et voilà cet escadron déployé sur la carte. La vue est toujours en 3D isométrique, mais c'est ici que le jeu se démarque de son prédécesseur. Le système de jeu est un peu différent. Dans le premier XCOM, le joueur gérait une jauge de points d'action pour ses soldats. Celle-ci permettait de bouger, mais aussi de tirer ou d'effectuer d'autres actions. Ici, chaque soldat dispose durant son tour d'un déplacement, puis d'un second déplacement ou d'une action. S'il effectue ces 2 déplacements d'un coup, il effectuera un sprint. Ennemi repéré. Le jeu marque de manière plutôt intuitive les degrés de couverture offerts par les divers éléments de la carte. Un demi-bouclier montre que le soldat sera à moitié couvert dans une certaine direction, alors qu'un bouclier complet le placera complètement à couvert. Bien sûr, il faudra avancer très prudemment pour ne pas tomber dans un piège. Ennemi repéré. Et il pourra être judicieux de trouver de bons emplacements, sachant que les positions en hauteur donnent un bonus à la visée. Alien neutralisé. Dans les actions disponibles, il y a le tir simple, la mise en vigilance qui permettra de tirer automatiquement à la première vision d'un ennemi, ou encore l'utilisation des objets embarqués comme les medikits. Mais chaque recrue qui commence en tant que soldat se spécialisera une fois un peu d'expérience acquise. 4 classes leur sont accessibles, et chacune affectera l'équipement utilisable et octroiera de nouveaux talents. Le commando utilise le fusil à pompe et sa spécialité est la charge dans la mêlée. Il débloque des compétences dans ce but, notamment réflexe éclair permettant d'éviter un tir de vigilance alien, ou bien encore débuscage qui permet de faire sortir un ennemi de sa cachette. Je suis occupé. Le grenadier porte l'équipement lourd avec une mitrailleuse et un lance-roquettes. Le tir de roquettes comme les grenades est très attractif, car il permet de dégager plusieurs ennemis d'un coup, voire carrément de briser un morceau du décor pour se créer une entrée dans un bâtiment. Ils vont rien voir venir. Mais ce genre de tir a l'inconvénient de ne pas laisser beaucoup de restes de l'équipement alien, chose que le joueur aimera bien récupérer pour ses recherches et sa production. Le sapeur, lui, se spécialise à la fois dans les grenades, avec par exemple une grenade fumigène pour masquer ses troupes, Nuage de couverture. mais peut aussi aller vers le soin avec une meilleure utilisation du medikit. Et enfin, le tireur d'élite pour enchaîner les tirs à la tête
ou encore désarmer les ennemis temporairement, ce qui peut être très pratique quand on tente de les capturer vivants. Excellent travail. Les combats ont lieu sur des cartes prédéfinies, mais le placement des ennemis est lui aléatoire. On a donc l'obligation d'avancer prudemment, surtout que certains aliens peuvent être particulièrement retors, avec par exemple leur nuage de poison ou leur déplacement instantané sur la carte. Notons enfin que le décor est facilement destructible. C'est très bien de se trouver une couverture, mais il n'est pas forcément très malin de se cacher derrière une pompe à essence. Il a son compte. Comme dans le jeu original, un soldat qui meurt en mission est perdu à tout jamais. Il faut donc faire attention. On se surprend à se prendre d'affection pour ces soldats, surtout que l'on peut choisir exactement comment ils se spécialisent. Et c'est un coup dur de perdre un solide gaillard, bien levelé et avec de l'équipement de pointe pour le remplacer par un rookie. Du coup, il n'y a pas de mystère, la tension est bien présente et on retrouve avec plaisir les sensations du tout premier jeu. Même un soldat juste blessé sur le champ de bataille sera indisponible durant plusieurs jours, le temps qu'il se rétablisse. Il faudra donc avoir suffisamment de personnel en réserve pour pouvoir faire face à toutes les situations. Il y a une nouveauté dans cet épisode qui n'était pas forcément attendue, c'est la présence d'un mode multijoueur. Ici, les stratèges pourront créer des escouades personnalisées, suivant un budget de départ compté en points. Les soldats pourront être boostés en investissant plus de points sur leur capacité ou leur équipement. Il faudra donc faire des choix entre quelques personnages suréquipés ou un escadron plus équilibré. Ce mode multi proposera même un leader et des matchs de classement. Ce nouveau XCOM comporte quelques défauts. Les conseillers du joueur dans la base ont un design plutôt artificiel, ce qui est souvent le cas chez Firaxis. Et il subsiste quelques petits soucis. La caméra de sprint, par exemple, tressaute pas mal suivant le décor traversé. Il est aussi souvent difficile d'avoir une vision complète du champ de bataille, ce qui demande plusieurs déplacements et rotations pour bien tout voir. Surtout que la gestion de l'élévation est parfois hasardeuse. Mais tout cela est presque dérisoire car le pari principal du jeu est réussi. Ce n'était pas du tout évident sur un tel remake, mais on retrouve bien les sensations d'XCOM, avec suffisamment de nouveautés pour que même les anciens redécouvrent le titre. Firaxis a su trouver le délicat équilibre entre l'évolution du gameplay et la conservation de l'âme du titre original, et nous montre avec brio comment remettre un ancien succès au goût du jour. Central, je crois que c'est fini. Je les ai eus. Bien reçu, Delta 2. Rassemblez les corps et retournez au Mercure pour extraction immédiate. Non mais de toute façon Terry, dès qu'il parle de Mario ou Zelda, c'est fini, il perd toute objectivité, un vrai fanboy. Ouais, en plus c'est que des jeux de merde. Mais... Putain mais Brian, qu'est-ce que t'as fait? Mais rien. Tam ta ta. Terry Cavanagh est un développeur indépendant pour lequel nous avons le plus grand respect à la rédaction. On lui doit plusieurs jeux exceptionnels comme VVVVVV, sorti sur PC et l'eShop de la 3DS, ainsi que le récent Super Hexagone sur les plateformes iOS. Pour info, ce dernier est d'ailleurs en cours d'adaptation sur Android. Ces deux titres, n'ayant a priori rien à voir, l'un étant un jeu de plateforme et l'autre un pur jeu concept jouant sur vos réflexes, ces deux titres donc partagent plusieurs points communs. Ils proposent tous deux des graphismes minimalistes au possible, pixel art pour VVVVVV et géométrico-flashy pour Super Hexagone. Ouais, géométrico-flashy. Des formes géométriques apparaissant à l'écran pour se refermer de manière concentrique sur le joueur, qui n'aura que quelques millièmes de seconde afin d'analyser le pattern aléatoirement proposé et éviter d'être écrasé. Game over. L'autre point commun entre ces deux titres est leur niveau de difficulté élevé au rang d'art supérieur. Faire une partie de VVVVVV ou de Super Hexagone, c'est accepter d'être fessé avec une régularité à même de satisfaire le plus exigeant des masochistes. Depuis quelques jours, Terry Cavanagh a rendu accessible sur les plateformes iOS et Android un vieux jeu développé par ses soins sur PC en 2009, son tout premier titre en flash. Son nom, Don't Look Back, ce qui signifie « ne regarde pas en arrière ». Un comble pour un jeu sorti en 2009. Bon, l'application est téléchargeable gratuitement, celle-ci ayant été réalisée de manière à tester le marché, de l'aveu même du game designer, pour une éventuelle sortie sur smartphone et tablette de VVVVV. Comme Super Hexagone et VVVVVV, Don't Look Back est un titre au graphisme minimaliste et à la difficulté corsée, ce qui explique que chaque écran passé déclenche un checkpoint invisible. Il s'agit d'un jeu de plateforme conceptuel très court, influencé par la légende d'Orphée et d'Eurydice.
Le jeu débute en effet par un écran où l'on peut voir son personnage contempler une tombe, celle de sa dulcinée, avant qu'il ne parte la rechercher dans le royaume des morts. On n'en dira pas plus, sinon qu'il y aura beaucoup de serpents. À la base pensé pour les touches d'un clavier, Don't Look Back se joue avec des boutons virtuels, 2 pour se déplacer, 1 pour sauter et un dernier pour tirer. Il faudra franchir des obstacles, affronter des monstres et s'enfoncer toujours plus loin dans un monde prenant la forme d'une succession linéaire d'écrans. Alors bien sûr, les boutons virtuels, aussi réactifs soient-ils, restent des faux boutons tactiles. Il arrive donc que l'on meure bêtement en appuyant à côté. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on meurt tout le temps. Avec ses graphismes aux pixels apparents, quasiment monochromes, rappelant ceux de l'Atari 2600, son ambiance sonore particulière, son gameplay aride et sans pitié, Don't Look Back touche au cœur ou pas du tout. Nous, il nous a touchés. Et ben voilà, c'est malin. On s'est dématérialisé. On n'est plus qu'esprit maintenant. Ah, moi ça me va, mais toi ça risque de poser plus d'un problème. T'es encore là d'ailleurs? Ouais non, je suis encore là, t'inquiète. Mais tout va bien, je sais quoi faire. J'ai eu le trône de fer. Le projet Dishonored réunit sur le papier un nombre considérable d'éléments attractifs. Déjà, le studio à l'origine du projet n'est autre que le petit français Arkane, responsable des excellents Arx Fatalis et Dark Messiah of Might and Magic. Le patron du studio, Raphaël Colantonio, également co-directeur créatif du jeu, a su convaincre son ami Harvey Smith de le rejoindre dans l'aventure Dishonored. Harvey Smith est un vieux de la vieille, un ancien d'origine, ayant travaillé sur le monstrueux System Shock avant de co-créer le non moins monstrueux Deus Ex avec Warren Spector. Réaliser des jeux en vue subjective, dotés d'un univers fort et d'un gameplay ouvert, multipliant les choix offerts aux joueurs, ça le connaît. Arkane a également bénéficié du soutien d'un éditeur majeur, Bethesda, qui a d'ailleurs racheté le studio français et ses bureaux à Austin en 2010. Un éditeur particulièrement efficace dans le genre vue subjective RPG, avec des titres tels que Fallout New Vegas, Rage et bien sûr Skyrim. Enfin, Dishonored s'est assuré le concours de Victor Antonov, qui a participé au design visuel du jeu et à sa DA avec Sébastien Mitton. Victor Antonov n'est autre que le directeur artistique de Half-Life 1 et 2, une série renommée entre autres pour la qualité de son univers. Si on met bout à bout ces informations, on pouvait attendre de Dishonored la richesse d'un Deus Ex, l'aspect fantastique d'un Arx Fatalis, la qualité visuelle d'un Half-Life, la dimension semi-RPG d'un Rage, et une identité unique, fruit d'une collaboration franco-américaine efficace. Un Bioshock français, en quelque sorte, mais aussi une nouvelle IP, avec ce que cela suppose en termes de prise de risque et de fraîcheur par rapport à une fin d'année chargée ensuite de suites à succès. Call of Duty Black Ops 2, Assassin's Creed 3, Medal of Honor Warfighter, Far Cry 3, Halo 4, Hitman Absolution, pour ne citer que les plus gros. Dishonored met en image une histoire intemporelle de trahison et de vengeance. Vous êtes Corvo, le garde du corps de l'impératrice Jessamine et de sa fille Emily. Alors que vous rentrez d'une mission diplomatique plutôt que prévue, vous assistez à une altercation entre l'impératrice et le maître espion. Immédiatement après lui avoir remis une lettre annonçant le blocus des îles alentours, l'impératrice est assassinée par des espèces de ninjas dotés de pouvoirs surnaturels et sa fille enlevée sous vos yeux. Lorsque le maître espion parvient sur les lieux accompagné d'hommes en armes, il vous accuse du meurtre. Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? Déshonoré, humilié, trahi, vous voilà enfermé dans le bagne de Coldridge où le maître espion, devenu Lord Régent, ne fait guère de mystère quant à sa participation au complot et à votre déchéance. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Emily est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité.
Votre but, à partir de là, sera de laver votre nom, de venger l'impératrice en éliminant les félons et de retrouver Emily avec le concours d'une faction dissidente, les loyalistes. Le héros du jour est arrivé. Dishonored prend place dans la cité de Dunwall, une capitale industrielle jadis prospère, mais en proie à un mal étrange que l'on suppose lié à la prolifération des rats, décimant la population. Ici, le jeu rappelle énormément le fabuleux roman d'Albert Camus, La Peste, qui s'intéressait aux habitants d'une ville mise en quarantaine luttant pour leur survie. La sensation d'isolement et de paranoïa est parfaitement retranscrite, la noblesse tentant de survivre en se barricadant, tandis que le bas peuple est laissé à l'abandon. Cette épidémie a plusieurs conséquences dans le jeu. Un régime totalitaire est instauré suite à l'assassinat de l'impératrice, tandis qu'une guerre des religions prend place en toile de fond, confrontant les adeptes de l'Outsider à l'abbaye de Quidam. L'Outsider est un être mystique, doté de pouvoirs surnaturels, susceptible d'adouber certaines personnes en les dotant d'une marque spéciale leur conférant des aptitudes dans les domaines de la magie et de l'occulte. Corvo fait partie de ces élus. Je suis l'Outsider, et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. L'abbaye de Quidam, dirigée par le grand superviseur Barrow, lutte par la terreur contre l'influence de l'Outsider. Les superviseurs, qui constituent la faction militaire de cette religion, sont équipés de manière à contrer la magie par le truchement de diverses techniques, comme la musique mathématique. Si l'ossature scénaristique du jeu ne réserve malheureusement guère de surprises, on appréciera en revanche la richesse de l'univers proposé et de son background à la fois économique, politique et religieux. Un background développé par le biais d'innombrables bouquins et autres notes susceptibles d'être dénichées dans les niveaux. Si le scénario global du jeu s'avère décevant, c'est aussi parce qu'il n'est pas au niveau du reste. On sera ainsi stupéfait par la noirceur de l'univers, les enjeux en place et les conséquences de ses choix. Dishonored multiplie en effet les façons d'aborder vos missions et d'exercer votre vengeance. Éliminer une cible ne signifie pas obligatoirement qu'il faudra l'exécuter physiquement. Au cours d'une mission donnée, il sera également possible de débloquer de multiples objectifs annexes et facultatifs qui s'obtiendront la plupart du temps en écoutant les conversations des NPC ou en lisant des notes. Difficile de ne pas être impressionné par la richesse du contenu proposé, ne serait-ce qu'au niveau des dialogues. Et puis, comment ne pas mentionner ici l'un des pouvoirs conférés à Corvo par l'Outsider ? À l'aide d'un cœur biomécanique encore palpitant en main, vous pouvez obtenir des informations personnelles sur tous les personnages croisés. Des informations crues, terribles, révélant la part obscure des hommes et femmes croisés, sans artifice. Ces mots de tête le poussent à commettre des actes innommables. Toujours d'un point de vue macro-scénaristique, l'univers de Dishonored évolue en fonction de votre façon de jouer et du chaos déclenché ou non par vos actions. En décidant de rougir votre lame, c'est la ville elle-même qui change. Cette mécanique de jeu, appelée système de chaos, est cachée et n'est illustrée que par une ligne de statistiques dans les comptes rendus de fin de mission, ainsi que certaines conséquences in-game. Les rats se multiplient, les gardes sont plus nombreux et la tonalité générale du jeu sera plus oppressante encore. La façon dont les NPC se comportent avec vous changera également, parfois de façon assez spectaculaire. Je sais ce qui vous amène ici et... comment dire... votre cible est la femme que j'aime. Je jure que si vous me l'amenez saine et sauve, vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. Dishonored n'est pas un jeu open world, dans le sens où vous ne pouvez pas revisiter volontairement les lieux traversés. Mais chacune des 9 missions proposées fonctionne comme un mini-hub ouvert. Autrement dit, l'enchaînement des missions est linéaire, mais pas leur déroulement. Chaque niveau constitue ainsi un terrain d'expérimentation et d'exploration dont les limites sont déterminées par le joueur et ses choix. Des choix qui dépendront de 2, voire 3 systèmes de jeu déterminants. Votre équipement, vos pouvoirs et vos charmes d'os. Les charmes d'os offrent des bonus divers, mais un nombre limité d'entre eux peuvent être équipés en même temps. Certaines augmenteront vos jauges de santé ou de mana, d'autres vous protégeront en partie des rats ou vous permettront de déplacer les corps plus rapidement. Les pouvoirs dépendent des runes récoltées auprès de certains personnages ou trouvées dans les niveaux, la position de ces dernières, tout comme les charmes d'os, étant indiquée lorsque vous avez le cœur en main. Le cœur, tout comme le clignement, fait partie des pouvoirs qui vous sont directement offerts par l'Outsider au début du jeu. Les autres pourront être débloqués et améliorés à l'aide des runes trouvées et dépendront de vos choix, sachant qu'il n'est visiblement pas possible d'acquérir tous les pouvoirs en une partie. On pourra ainsi invoquer une nuée de rats, prendre possession d'un animal durant un temps limité, voire d'un être humain une fois le pouvoir amélioré. Ralentir puis figer le temps, provoquer une bourrasque rejetant ses ennemis, acquérir une vision transperçant les murs,
ou faire en sorte que les corps de ses adversaires volent en poussière lorsque ces derniers sont éliminés par surprise. L'équipement, enfin, dépend des plans trouvés dans les niveaux et de l'argent récolté. On peut faire les poches des NPC, fouiller les corps, voler des tableaux, piller des coffres une fois les combinaisons trouvées et accéder à divers items qui se transformeront immédiatement en espèces sonnantes et trébuchantes. Cet argent servira par la suite à acquérir des munitions et surtout à améliorer son masque, ses armes et compétences. Il est ainsi possible d'installer une lentille permettant de zoomer avec son masque, ce qui permet par la même occasion d'écouter des conversations à distance. Si par exotique vous entendez sordide, nous sommes d'accord. Ou encore de stabiliser la visée de son arbalète, d'ajouter des munitions à son gun, de développer des grenades collantes ou de gagner quelques slots afin d'activer plus de charme d'os. Il faudra pour cela s'en remettre à l'inventeur Pierrot entre deux missions, ce dernier étant le seul personnage à même d'améliorer votre équipement. Les pouvoirs et les charmes d'os, en revanche, peuvent être débloqués et attribués en cours de mission par le joueur. Évidemment, nous n'avons pas listé dans cette critique l'ensemble des pouvoirs, charmes d'os ou équipements accessibles dans Dishonored, ceux-ci étant bien trop nombreux. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que ces derniers dépendent de vos choix et de votre style de jeu. Il sera par exemple inutile d'améliorer son gun ou de débloquer le pouvoir permettant de faire disparaître les corps en fumée si vous jouez sans tuer personne. Ces trois systèmes, charme d'os, pouvoir et équipement, trouvent ainsi un équilibre naturel tout en renforçant et en accompagnant les décisions du joueur. Au niveau du gameplay et des contrôles, Arkane a également fait très fort. Outre sa mini-dimension RPG liée au développement de son personnage, Dishonored est en effet au choix et à la fois un jeu de combat, un jeu de plateforme exploration et un jeu d'infiltration. Trois domaines dans lesquels il parvient à se démarquer en proposant des idées neuves et des contrôles accessibles. La partie combat par exemple, assez classique pour tout ce qui touche aux armes à feu, se distingue par des affrontements en corps à corps, mettant à profit un système de parade permettant de figer le temps un court instant pour porter un coup fatal. Le côté plateforme et exploration met en avant les capacités athlétiques upgradables du personnage, qui s'avère capable de grimper sur de nombreux éléments de décor pour conférer au gameplay une dimension verticale des plus jouissives. Courir sur les toits, marcher le long des corniches, escalader un mur, nager dans les douves, chaque niveau peut être traversé de multiples façons. Enfin, la partie infiltration est intimement liée à la dimension plateforme du jeu, mais aussi à la possibilité de désactiver les différents systèmes de sécurité. On notera ici qu'aucun artifice visuel n'indique au joueur s'il est bien planqué ou non. Contrairement à un Splinter Cell Conviction ou un Mark of the Ninja, il n'est pas toujours évident de savoir si on est correctement dissimulé et donc à l'abri des regards. Il arrive donc fréquemment que l'on soit repéré alors qu'on pensait être totalement invisible. Et la petite mécanique consistant à se pencher pour observer sans être détecté n'est pas totalement satisfaisante. Ceci dit, ce léger flou contribue au réalisme du jeu et au challenge proposé. On n'est jamais totalement à l'abri des regards. Mais là où Dishonored brille tout particulièrement, c'est dans l'intégration façon vase communicant des pouvoirs et compétences aux différents gameplays proposés. Lorsqu'on affirmait précédemment que l'utilisation des armes à feu était assez classique, c'était sans compter sur la capacité du joueur à figer le temps ou à posséder un garde par exemple. Des pouvoirs qui permettent à l'aide d'une excellente interface en forme de roue, de figer le temps après qu'un garde est tiré, pour ensuite prendre possession de son corps, afin de le positionner devant sa propre balle, histoire de provoquer une espèce de suicide totalement hallucinant. Le clignement, soit la capacité du joueur à se téléporter sur de courtes distances, modifie en profondeur l'aspect plateforme du jeu, surtout lorsque ce pouvoir est associé au double saut. Et on ne parle même pas de la partie infiltration qui bénéficie entre autres du pouvoir permettant de posséder un rat ou un poisson, ce qui permet de pénétrer des bâtiments de façon bien plus efficace qu'en se planquant sous un carton. Un pouvoir peut être aussi associé à un autre, puis encore un autre, afin de trouver des parades totalement originales à une situation donnée. Ici, l'imagination du joueur est la seule limite imposée par les développeurs. On notera d'ailleurs qu'il est possible de sauvegarder à tout moment, sauf en plein combat ou lorsqu'on est poursuivi, ce qui favorise grandement les expérimentations. C'est l'homme qui était avec l'impératrice quand on l'a tué. Il convient ici de préciser que cette critique a été réalisée à partir de la version PS3. Dishonored souffre donc de quelques défauts techniques propres à cette version, comme de rares ralentissements et des temps de chargement assez longs entre les niveaux. Déjà très beau sur PS3 et Xbox 360, le jeu l'est encore plus sur PC. On notera que le moteur utilisé est l'Unreal Engine et non l'Tech 5. Pourtant, Dishonored est quasiment aussi impressionnant visuellement que Rage, tout en proposant des environnements nettement plus réactifs et dynamiques. On peut ainsi s'emparer de bouteilles pour les lancer afin de détourner l'attention des gardes. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement. Ou encore briser certains éléments de décor afin de se frayer un chemin.
Aussi satisfaisante soit-elle, la réalisation technique du jeu ne serait rien sans une direction artistique de haute volée. Et là, c'est la grosse claque. Le jeu est bourré de détails épatants et chaque élément de l'univers a bénéficié d'un énorme travail en termes de design. La première fois que l'on aperçoit un Tall Boy ou l'une de ces énormes tourelles armées est ainsi un moment à la fois saisissant et terrifiant. Les visages des NPC se démarquent également par leur style affirmé, avec des trognes parmi les plus patibulaires vus dans un jeu vidéo. On pense ici énormément à un autre FPS, Kingpin Life of Crime, sur lequel Victor Antonov avait travaillé à la fin des années 90. Le délabrement des environnements traversés qui pullulent de rats, de cadavres et de victimes de la peste confère à Dishonored une ambiance oppressante. Une ambiance sur laquelle le joueur peut influer en fonction de sa façon de jouer et du système de chaos, ce qui rend le tout encore plus impressionnant et immersif. Du coup, comment ne pas être déçu par un scénario sans surprise aucune, dont le déroulement et les rebondissements sont prévisibles dès la seconde mission. Si Dishonored propose plusieurs fins, celle-ci reste décevante. Trop courte, trop figée, ces différentes fins ne répondent pas à toutes les questions soulevées dans le jeu. Qui est l'outsider? Quels sont ses objectifs? Il faudra sans doute attendre Dishonored 2 pour le savoir. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. Ces fins n'intègrent pas non plus de façon dynamique certains choix du joueur, comme le fait d'avoir laissé vivant un personnage important. Et puis, on aurait vraiment apprécié la possibilité de recommencer le jeu via un New Game Plus, histoire de débloquer l'ensemble des pouvoirs de l'outsider. Toujours au rang des défauts, il n'est pas possible de jouer avec les voix anglaises sur console, y compris en modifiant les paramètres de la machine. Et si le doublage français s'avère convaincant, on aurait quand même aimé entendre les voix de Susan Sarandon, Brad Dourif, Carrie Fisher, Chloé Grace Moretz ou encore Michael Manson. Non mais sérieusement, priver les joueurs français d'un pareil casting, sans doute pour de sombres histoires d'import UK, a de quoi faire rager. Finalement, ces défauts mis bout à bout, et tout particulièrement les 5 dernières minutes du jeu, font basculer Dishonored du statut de jeu de l'année à celui de fucking bon jeu auquel il ne manque pas grand chose pour être parfait. Mais quelque part, ce constat est en lui-même un compliment. On ne peut demander à un jeu la perfection que s'il s'en approche. On notera également la qualité de l'intelligence artificielle essentielle dans ce type de jeu. Les gardes semblent réellement vivants, leur ronde évolue et ils font des pauses pipi, des pauses clopes. Ils réagissent vite et bien pour détecter le joueur à la moindre erreur. Leur présence et leur nombre dans certains lieux dépendront de divers paramètres, le principal étant bien entendu, comme toujours, votre façon de jouer. Un niveau pourra être traversé en 2 heures ou en 4 heures, tout dépend de votre approche et de vos objectifs. Mais quoi qu'il en soit, elle est amplement satisfaisante et l'aurait été encore plus avec un petit New Game Plus. Mais l'absence de ce mode bonus n'empêchera personne de refaire le jeu de zéro en l'appréhendant différemment. On disait au début de cette critique que l'on pouvait attendre de Dishonored la richesse d'un Deus Ex, l'aspect fantastique d'un Arx Fatalis, la qualité visuelle d'un Half-Life, la dimension semi-RPG d'un Rage et une identité unique, fruit d'une collaboration franco-américaine efficace. Ces attentes sont comblées, Dishonored est tout ça à la fois et bien plus encore. Voilà, ce classé 18+, touche à sa fin. On se retrouve dans 15 jours avec genre au programme. Alors on aura entre autres la critique de Doom 3 BFG Edition, Medal of Honor Warfighter et Assassin's Creed 3. Et les abonnés soutiens sur No Life Online peuvent voir la critique de Dishonored en version HD. Allez, dis au revoir Thierry. Ciao. Et pourquoi moi j'ai le corps de Jonathan et toi celui de Mathilde? Non mais c'est parce que tu sais mieux cadrer que moi.